Bruno Jambard, bonjour. Bonjour. Valérie Pécresse et Éric Ciotti sont donc les deux finalistes dans la course à l'investiture des Républicains. Comment analysez-vous tout simplement le résultat de ce premier tour? Très clairement, quand on regarde, je crois qu'on va un peu vite quand on parle de radicalisation du corps électoral de la droite et de ses adhérents, parce que Éric Ciotti, qui était le seul à incarner ce courant-là, fait un score important, surprenant, inattendu il y a encore quelques semaines, mais il ne fait que 25%. Les scores sont très serrés globalement. Voilà. Et les scores sont très serrés. Et on avait en fait trois candidats qui probablement se battaient un peu pour le même type d'électorat au sein du parti, qui étaient Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Michel Barnier. Et chacun fait à peu près aussi un quart. Je crois que le premier renseignement, c'est que Valérie Pécresse a réussi à passer un handicap qui était celui d'avoir quitté le parti, ce qui n'a pas été le cas de Xavier Bertrand. Le second point, c'est que finalement, les adhérents ne se sont pas autant déterminés que dans une primaire ouverte pour celui qui était le mieux placé, qui était clairement Xavier Bertrand dans les sondages. Justement, c'est une surprise, ça. Les adhérents LR, en effet, n'ont pas retenu Xavier Bertrand, qui, dans vos enquêtes, comme dans toutes les autres, à ce jour, semblait celui qui était le plus capable de se hisser au second tour parmi les postulants. C'est une demi-surprise. Demi-surprise parce qu'on sait qu'un vote d'adhérent, c'est un peu différent d'un vote de primaire ouverte. Il y a une confirmation d'un certain point de vue dans ce résultat, c'est que, comme toujours, les adhérents d'un parti politique sont plus radicaux que leurs électeurs. Et donc, ils sont plus à droite pour les adhérents des Républicains que leurs électeurs, probablement, en partie. Mais c'est vrai, on l'avait vu dans les primaires socialistes, on l'a vu chez les écologistes il y a encore peu de temps. Et ça, c'est toujours une constante. Donc, c'est une demi-surprise dans la mesure où c'est vrai qu'un adhérent, il veut aussi gagner la présidentielle. Mais là, probablement que Xavier Bertrand n'était pas assez en avance par rapport aux autres pour vraiment bénéficier de cela. Alors Valérie Pécresse a très vite engrangé le soutien des trois éliminés, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin. Ça fait d'elle une favorite claire pour le second tour, ou alors il faut encore se méfier? Non, je crois qu'on peut dire qu'elle est clairement favorite. Je crois qu'on ne peut pas faire une addition en se disant que ce sera du 75-25. En revanche, ça paraît quand même compliqué pour Éric Ciotti d'aller chercher beaucoup de réserves de voix. Alors, il y a probablement dans chacun des trois grands candidats, et même chez Philippe Juvin, des électeurs qui voteront pour Éric Ciotti, mais on peut penser que ce sera quand même minoritaire et qu'au final, elle est aujourd'hui en situation très favorable pour être la candidate des Républicains. Les deux finalistes de cette campagne des Républicains, vous y avez fait allusion, se sont montrés particulièrement fermes, voire durs sur l'immigration. Ce sont aussi les deux postulants qui ont le plus promis aux adhérents LR de s'attaquer à la dépense publique. C'est la victoire de la ligne Fillon, en quelque sorte, une nouvelle fois? Oui, d'un certain point de vue, mais c'est assez logique puisque en fait, Fillon l'avait emporté aussi parce qu'il était sur ces positions-là et qu'elles étaient majoritaires. Alors là, non seulement pas chez les adhérents, mais aussi dans l'électorat de droite plus large. Et ce sont des thèmes qui sont chers de toute façon aux électeurs de droite, aux électeurs que devront viser le gagnant à l'issue de cette primaire. C'est vrai que c'est quelque chose qui confirme cette tendance, qui peut-être d'ailleurs s'est un peu amplifiée. Je pense quand même que sur la dépense publique, la tonalité doit être un peu différente de ce qu'elle était sous Fillon. Sous Fillon, on discutait beaucoup de réduction du nombre de fonctionnaires. Je crois que c'est moins dans ces termes-là que l'attend peut-être aujourd'hui l'électorat de droite, mais dans une question qui est celle de l'efficacité de la dépense publique. Immigration, finances publiques, est-ce que ça souligne en creux les faiblesses d'Emmanuel Macron auprès de ce qui pourrait être une partie de son électorat, en tout cas qui est une cible pour lui, la droite modérée, disons? Oui, clairement, on a deux axes qui sont des axes sur lesquels même les électeurs de droite qui aujourd'hui sont tentés par le fait de soutenir Emmanuel Macron sont probablement plutôt déçus par son action. Et donc on voit bien que ce sont deux thématiques qui peuvent permettre d'en reconquérir une partie, qui ont l'avantage, notamment pour la sécurité aussi, d'être séduisantes éventuellement à leur droite auprès de l'électorat Zemmour ou Le Pen. Alors on entend beaucoup dire qu'Emmanuel Macron ne serait pas très à l'aise face à Valérie Pécresse, qu'il ne saurait pas vraiment comment l'affronter. Si effectivement elle est choisie demain, en quoi est-ce qu'elle sera une menace pour le président sortant ? Je pense qu'elle représente une menace d'abord parce qu'elle va donner incontestablement de la nouveauté, du renouvellement aux Républicains. Choisir une femme
relativement jeune dans ce parti qui est assez conservateur, qui est assez traditionnel, dans lequel les femmes n'ont pas toujours eu la place qu'elles ont eue dans d'autres partis. Hein. Il suffit de regarder aux législatives. Hein. Les Républicains n'ont pas du tout la capacité jusqu'à présent à respecter la parité. Ils vont essayer de le faire cette année. Donc il y a ce premier phénomène-là. Deuxième phénomène, elle représente quand même une forme d'ancrage local, d'élu du territoire. Elle est présidente de la région Île-de-France maintenant depuis 2015 et ça pèse et on a vu que c'était une des faiblesses d'Emmanuel Macron. Et puis, elle incarne à la fois une droite qui peut aller sur le terrain conservateur, des valeurs qui sont importantes pour cet électorat-là, tout en restant perçue comme une modérée. Et donc, elle peut éventuellement réussir à trouver sa place entre un Emmanuel Macron et la droite radicale, Le Pen notamment. Davantage qu'un Éric Ciotti, parce que c'est ça l'enjeu, passer de 113 000 électeurs à convaincre à plusieurs millions. Probablement que dans l'électorat, oui, c'est plus facile que pour Éric Ciotti. D'abord parce que lui, il a un très grand déficit de notoriété. Il est très peu connu des Français, donc des électeurs. Et puis, il incarne une tendance à droite qui doit peser, qui existe, qui est importante, mais qui est probablement plus minoritaire au niveau des électeurs eux-mêmes. Pour accéder au second tour en l'état actuel du paysage, il faudrait encore doubler Éric Zemmour, puis rattraper Marine Le Pen. Est-ce que cette investiture peut donner au candidat ou à la candidate LR une dynamique pour avoir une chance d'y parvenir? Alors ce qu'on peut imaginer dans un premier temps, c'est que très vite, si Valérie Pécresse ou Éric Ciotti est désigné, ils vont avoir des résultats qui vont s'aligner sur ceux qui étaient ceux de Bertrand. Donc ça va déjà créer une certaine dynamique pour eux puisqu'ils étaient plus bas. Après, aller au-delà, je ne sais pas si ça peut aller très vite, il faudra le voir. Si ça survient assez rapidement, ce sera un signe très fort, mais il faudra probablement que cette dynamique ait lieu dès le mois de janvier pour que fin janvier, mi-février, ils soient dans une situation beaucoup plus favorable. Tous les postulants à ce congrès LR ont promis de faire équipe une fois désignés leurs candidats à l'Élysée. Ils ont fait très attention à ne pas atteindre de point de non-retour pendant les débats. Malgré tout, il risque d'y avoir une grande difficulté pour se rassembler. C'est l'attitude affichée face à Éric Zemmour et Marine Le Pen d'une part, face à Emmanuel Macron d'autre part. C'est une vraie ligne de division, ça? C'est probablement une ligne de division importante. Si on imagine que Valérie Pécresse est désignée, probablement ça nécessitera pour elle de trouver une place pour Éric Ciotti dans sa campagne, une place importante, et l'enjeu sera là. Mais je crois qu'il y avait un gros caillou qui était Éric Zemmour dans la chaussure. Si la tendance actuelle, qui est plutôt à sa diminution, à sa fin de dynamique, se confirme, cela voudra dire que ce sera un peu plus simple parce que je pense qu'il sera plus facile de se positionner par rapport à Marine Le Pen pour les Républicains et même pour un Éric Ciotti que par rapport à Éric Zemmour. Alors, on a eu cette semaine l'officialisation d'une autre candidature, celle d'Éric Zemmour justement, un clip, puis une intervention aux 20h de TF1, tous les deux très commentés, très critiqués souvent, mais finalement, est-ce que cette séquence n'a pas permis de ressouder sa base? C'est une vraie interrogation. Alors, ressouder sa base peut-être, mais c'est vrai qu'il a une problématique d'élargissement quand même, Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'on a vu les limites de sa campagne totalement axées sur la question du déclin de la France et de l'insécurité et de l'immigration. Et dans cette déclaration de candidature, il n'a pas réussi pour le moment à élargir ses thèmes. Donc on verra s'il le fait à l'occasion de son meeting ce week-end. Mais je pense. C'est quoi? C'est une question de ton qui rebute certains électeurs? C'est le manque d'un programme clair pour répondre aux problèmes qui se lèvent? Je pense que dans l'analyse d'Éric Zemmour qu'il fait de la situation des Français et des électeurs français, il y a une vérité et une erreur. La vérité, c'est que oui, le déclinisme est très fort dans la population. Une très grande majorité de Français pensent que la France est en déclin. Mais l'erreur, c'est que la présidentielle, ça n'est pas une élection sur le passé. C'est toujours une élection sur laquelle les électeurs, même quand ils sont pessimistes, attendent une projection sur le futur. Ils attendent qu'on leur dise comment on va faire pour qu'elle retrouve toute sa grandeur. Et il a du mal à arriver sur ce terrain-là. On voit qu'on reste très axé sur un passé. Il y a aussi quand même la question de savoir si aujourd'hui ça parle encore aux électeurs, toutes les références qu'il utilise, parce que beaucoup de ces électeurs n'ont pas connu ces personnalités aussi bien culturelles que politiques. En tout cas, toute cette semaine, on aura parlé de la droite, on aura parlé d'Éric Zemmour. Presque tous les candidats sont maintenant connus pour 2022. Il n'en manque plus qu'un. Est-ce que Emmanuel Macron ne prend pas un risque à les laisser partir seuls devant? C'est toujours un risque. On peut imaginer, et ça a souvent été le cas, qu'il envisage une candidature assez tardive, fin février, début mars, et qu'il sera obligé d'avancer. Ça a été très souvent l'histoire de la présidentielle.
Reprenons le cas de Nicolas Sarkozy en 2012 par exemple. Donc ça, c'est une possibilité. Un risque, non, je pense que le principal risque pour le président de la République aujourd'hui, il est celui de l'incertitude dans laquelle nous vivons, et notamment de l'incertitude face à l'épidémie. Et on voit bien que la nécessité de devoir, par exemple, prendre des mesures extrêmement strictes face à la nouvelle vague pourrait être bien plus dangereuse pour lui qu'une candidature tardive. Un dernier mot sur la gauche, fragmentée, avec des scores faibles. Est-ce qu'elle a encore une chance de faire autre chose que de la figuration en 2022 ? Je pense que c'est très difficile la situation de la gauche à cause de son éclatement, vous l'avez dit, mais pas seulement à cause de son niveau global. Quand on additionne tous les candidats, selon les enquêtes, on a trouvé entre 25 et 30%. C'est très faible. Ceci étant, il faut être prudent. La présidentielle, elle se joue en général entre la mi-février et la mi-mars. Donc je crois qu'il peut encore se passer beaucoup de choses. Et même à gauche, si l'un des candidats est capable d'enclencher une dynamique et de prendre le dessus sur ses adversaires, il n'est pas exclu qu'il soit en situation d'être un concurrent possible pour accéder au second tour. Merci beaucoup Bruno Jambard.